Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. La semaine des droits des usagers du réseau de la santé et des services sociaux est un moment propice pour la population qui fréquente les établissements de santé de la région de faire connaître leur satisfaction sur la qualité des services offerts par ceux-ci. Pour chacune des MRC, il y a un comité des usagers et c'est regroupé sur un comité régional qui s'appelle le CUSI, Comité des usagers régional. Alors, c'est ça. Nous autres, notre rôle au niveau du comité des usagers, c'est de faire la promotion des droits, de les faire connaître et également d'arriver puis d'en assurer la défense. Puis d'investiguer également sur quelles sont les insatisfactions vécues par les usagers qui fréquentent le système de santé. Ça, j'insiste particulièrement là-dessus. Ce sont des cartes qui sont disposées sur chacune des étages et les usagers sont invités à les compléter. Nous, on y donne vraiment ensuite soit des éléments qui sont positifs et là, le personnel est vraiment heureux de connaître les résultats. Et si c'est vraiment des insatisfactions vécues, bien, c'est acheminé auprès des instances qui peuvent apporter des solutions là-dessus. La promotion des droits, on en fait à l'année longue. Mais une fois par année, à l'échelle de la région, mais également de la province, à la fin septembre, à toutes les années, on met la barre un petit peu plus haute et là, on organise sur tous les territoires des activités d'information et de promotion au niveau des droits des usagers. Chaque année, il y a un thème qui est retenu pour accentuer davantage la promotion sur ce droit-là, mais c'est pas une façon de dire que les autres sont moins importants, bien au contraire. Donc, cette année, le droit qui a été davantage mis de l'avant, c'est celui de participer aux décisions qui nous concernent. J'y vais avec ceci, le thème de la promotion des droits des usagers. Alors, les usagers est proche au cœur des décisions. Alors, c'est vraiment important que les usagers soient vraiment conscientisés sur le fait qu'eux autres, ils peuvent apporter également des éléments de solution quand il y a des insatisfactions qu'ils vivent particulièrement. Donc, c'est une initiative, en fait, qui est née depuis plusieurs années. Nous, en région, on avait créé un comité pour l'organisation des activités dans le cadre de cette semaine-là. Ça doit faire, je dirais, entre 10 et 12 ans, qui regroupait des commissaires aux plaintes, des présidents du comité des comités d'usagers, l'agence régionale, dans le temps, ça existait, les responsables de la qualité, etc. Finalement, tous ceux et celles qui avaient un mandat au niveau de la promotion des droits s'étaient regroupés pour mettre nos efforts en commun, finalement, vu qu'on a un mandat qu'on partage. Mais historiquement, ça avait lieu en région en février et là, on a adapté notre semaine pour qu'elle soit en septembre en même temps que toutes les autres régions du Québec. Au niveau d'articles promotionnels, en restauration, on va apporter à ce moment-là ce petit napperon. Alors, plusieurs napperons seront distribués dans les restaurants principalement et pour faire connaître les droits comme tels des usagers. Au niveau des autres articles promotionnels, que ce soit au niveau des bibliothèques, également, il y aura des petits pamphlets qui seront distribués. Et également, il va y avoir des tables promotionnelles dans chacune des installations pour permettre de rencontrer les usagers et également remettre des objets promotionnels. Donc, en région, il y a beaucoup de tables d'information, beaucoup de tables de promotion. Il y a des rencontres qui sont planifiées, organisées pour renseigner les usagers via différents mécanismes. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues dans le courant de la semaine. Donc, nous, on sera surtout du côté du Témiscamingue, mais il y a l'équivalent partout. Il va y avoir également des petits scénarios qui ont été montés verbalement et qui vont être présentés à la télévision communautaire et également à la radio. Alors, c'est quelque chose de nouveau qui va être apporté et c'est un élément, je pense, qui va aider des usagers à mieux connaître leurs droits. Pourquoi c'est important pour les usagers de connaître leurs droits? Bien, d'abord, c'est ni plus ni moins que l'engagement des établissements envers les usagers. Donc, c'est ce qui vient garantir que les soins ou les services vont être donnés d'une façon qui soit de qualité et qui soit conforme à ce qui est prévu, finalement. Donc, si les usagers ne savent pas à quoi ils peuvent s'attendre, bien, ils ne peuvent pas nécessairement participer, par exemple, aux décisions qui les concernent. Ils ne peuvent pas
poser des questions quand il y a quoi que ce soit qui leur apparaît pas clair dans les explications, dans ce qu'on leur propose comme soin, comme traitement. S'ils savent pas qu'ils peuvent être accompagnés, bien, ils prévoiront pas un accompagnateur. Donc, là, ce ne sont que de très brefs exemples, mais l'usager va faire valoir ses droits s'il les connaît. Alors, c'est bien important pour le comité de connaître soit les satisfactions ou insatisfactions, surtout des usagers par rapport aux services qui sont rendus. Et c'est sûr qu'on n'en fait pas une publicité, mais on s'assure qu'il y a une solution quand des insatisfactions nous sont rapportées. Que ce soit au niveau de l'urgence, que ce soit au niveau de le patient qui attend, puis qu'à un moment donné, il ne peut pas s'asseoir ou des choses comme ça. Alors, on veille à ce qu'à un moment donné, l'usager soit dans les meilleures conditions possibles. Aussi, il y a le comité des usagers du Témiscamingue pour toutes les personnes qui ont déjà utilisé les services de santé et également au niveau du centre d'accueil de CRSLD, on appelle un comité de résidents. Alors, c'est bien spécifique. À ce moment-là, ça ne touche pas tout le monde, ça touche uniquement les personnes qui résident au centre d'accueil. Alors là aussi, il y a un comité et c'est supporté par le comité des usagers également. Alors là également, il va y avoir des informations qui vont être transmises aux familles et aux usagers, aux résidents. L'auteur témiscamienne Émile Lachapelle connaît un automne fort occupé avec la sortie coup sur coup de 2 romans. Un roman jeunesse de la collection Zone Frousse, Les secrets du sous-sol et un roman destiné aux adultes, Le début des petites étincelles. Alors, Les secrets du sous-sol, c'est dans la collection Zone Frousse. C'est une collection dans laquelle j'écris depuis un bon moment. Donc, j'ai plusieurs livres dans cette collection-là. On s'adresse aux 9 à 12 ans. Une histoire que je me suis inspirée, le personnage principal, Sarah-Jeanne, est inspirée de ma belle-fille, en fait. La fille à mon chum tripe sur les vendredis 13, sur tout ce qui touche à l'horreur, sur l'Halloween. Là. Elle commence à nous parler de son déguisement d'Halloween au mois de juillet. T'sais. Elle est vraiment très... elle aime vraiment ça. Elle met des décorations épeurantes dans sa chambre. Puis là, je me suis dit, mais mon Dieu, que ça ferait un beau personnage de livre. Pour les Zones Frousses, c'est comme parfait. Alors, je me suis inspirée de ce personnage-là. Donc, Sarah-Jeanne invite ses amis un vendredi 13 pour dormir chez elle, soirée pyjama, dans le sous-sol, pour leur faire peur un peu. Puis finalement, ben, ils vont faire des découvertes qui vont leur faire peur pour vrai. Et donc, c'est la prémisse de l'histoire de ce roman-là. Et pour l'autre roman, c'est le début des petites étincelles. Là, on parle d'un roman qui s'adresse aux adultes chez Libre Expression, qui est chez un autre éditeur. Mais là, c'est complètement différent, évidemment. C'est l'incursion dans la vie de Roxane. Alors, Roxane, c'est une jeune femme dans la trentaine qui a toujours habité au Témiscamingue, qui a eu son enfant jeune. Elle avait à peu près 19 ans. Donc, elle a une ado présentement. Puis là, son conjoint la laisse un matin, puis elle l'a pas vu venir, mais pas du tout. Et puis, bon, évidemment, elle a une espèce de crise, si on veut, une espèce de crise existentielle par rapport à tout ça. Et là, elle se rend compte que dans la vie, elle n'a jamais rien fait pour elle. Elle a tout le temps fait en conséquence de sa fille, en conséquence de son conjoint. Et là, elle dit, mais il faut que je sorte de cette zone-là de confort dans laquelle je me suis toujours mise. Bien, elle va apprendre à se découvrir, mais en même temps, elle découvre ailleurs, parce qu'elle a très peu sorti. C'est vraiment un livre sur oser, sur la recherche de soi, c'est comment on sort de ses pantoufles, puis qu'est-ce que ça peut nous apporter. Puis elle, c'est vraiment développement personnel, professionnel aussi, parce qu'elle n'avait jamais vraiment essayé autre chose que la job à laquelle elle avait toujours faite depuis qu'elle était plus jeune. T'sais. Donc, on est vraiment dans la découverte de soi dans ce roman-là. Ouais. Bien, en fait, pour le début des petites étincelles, c'est une discussion avec des collègues et des amis qui m'a inspirée. Mon premier roman que j'ai écrit, qui est sorti l'année passée, c'était vraiment un sujet qui me touchait personnellement. Dans Toi et moi, ça fait 6. Le personnage principal, c'était une belle maman. Et bon, moi, c'est un rôle que je remplis. Donc, évidemment, l'histoire était beaucoup plus proche de moi. Sans que ça soit mon histoire, je m'inspirais des parcelles. Les émotions étaient quand même vraies et tout ça. Roxane, c'est complètement autre chose, on s'entend. Elle est très loin de moi parce que les gens qui me connaissent savent que j'ai
j'ai un petit peu plus de guts que ça. Oui, sortir de ma zone de confort, c'est quelque chose que je fais assez souvent. Donc, Roxane est quand même loin de moi. Donc, c'était vraiment avec des discussions, avec des gens autour de moi. S'il y a quelques années, on me demandait si je voulais écrire pour les adultes, ma réponse était non, je sais pas quoi leur dire. Puis c'était sincère, hein? Je disais ça comme ça. Puis j'étais comme non, je saurais pas quoi leur dire. Puis bon, évidemment, ma vie personnelle a changé, ce qui a inspiré mon premier roman. Puis qui a fait, mais là, attends, j'aurais quelque chose à dire. Puis j'ai le goût de me lancer ce défi-là. Parce que moi-même, tu sais, là, c'est drôle, je fais un peu un lien avec ce nouveau roman-là. L'écriture des livres jeunesse, pour moi, c'est une zone de confort parce que j'en écris beaucoup. Donc, je connais la recette, si on veut, je sais. Ça me demande pas autant de sortir de cette zone de confort-là. Les jeunes ont accès à beaucoup, beaucoup de livres, lisent beaucoup, hein, parce qu'ils sont obligés de lire à l'école, donc ils sont là-dedans. Là, quand tu es dans la littérature pour adultes, l'adulte qui décide d'acheter un livre parce qu'il a vraiment envie de le lire. Fait que t'es comme, déjà là, en partant, ton public n'a pas la même réception, tu sais. Le jeune, dans l'écriture jeunesse, il faut que tu sois plus concis, hein. Si tu commences à te perdre dans des descriptions, surtout le 9-12 ans, là, tu les perds, tu sais. Ils vont comme décrocher, tu sais. Les jeunes, en tout cas, moi, c'est ce que je constate, plus dans l'action, tu sais, tes textes doivent être beaucoup plus rythmés. Dans l'adulte, tu peux traîner un peu plus, tu peux aller un peu plus loin dans les émotions, tu peux aller plus loin dans les descriptions, quoique c'est pas quelque chose que je fais vraiment, parce que je suis pas une fille très descriptive dans mes romans, mais tu sais, je peux aller plus loin. On joue pas avec les mots de la même façon. Évidemment, je suis plus proche de moi dans l'adulte que je le suis dans le jeunesse, évidemment, parce que, tu sais, je veux dire... tes personnages ont souvent des références que tu connais, tu sais, c'est normal. Dans mon écriture, je suis pas quelqu'un qui va très loin dans la fantaisie ou dans les trucs vraiment... tu sais, le fantastique, ça me parle pas vraiment. Je suis vraiment une personne qui est assez grounded. Puis dans mon écriture, je pense que ça paraît. Donc, mes personnages, mon inspiration, c'est souvent des scènes du quotidien. Oui, il arrive des choses des fois extraordinaires, mais c'est toujours réaliste. C'est toujours dans un souci que la personne va lire, va dire, ben ça pourrait être moi, tu sais. Oui, c'est ça. Même si des fois, tu dis, mais mon Dieu, tu sais, puis là, c'est drôle, je fais une parenthèse, là. Mais tu sais, des fois, on dit, ah, mon Dieu, il m'arrive ça. Je mettrais ça dans un livre, les gens y croiraient même pas, Mais tu sais, moi, j'ai beaucoup de plaisir, d'abord, quand j'écris. Fait que ça, c'est une première chose. Pour moi, c'est quelque chose qui me fait du bien, tu sais. Écrire des histoires, tu rentres dans un monde, tu sais. C'est comme il y en a qui vont écouter des films, ben dans le fond, moi, je l'écris, l'histoire, tu sais. Fait que pour moi, c'est un moment qui m'appartient aussi. Tu sais, j'ai une famille, j'ai une vie occupée, tu sais, ce moment-là, il m'appartient, tu sais. Je m'enferme, je fais les choses pour moi, je me mets de la musique ou je m'en vais à quelque part ou que je vais être seule. Fait que c'est un moment pour moi, fait qu'il me fait hyper du bien. Fait que c'est un équilibre dans ma vie en ce moment. T'sais. Est-ce que ça va rester ça? Je ne sais pas, mais en ce moment, c'est vraiment un moment qui m'appartient. Je me fais plaisir quand j'écris. Puis, ben, je me trouve chanceuse de ça. Roman plus, on va dire, ado peut-être? Enfant ado, oui. Les secrets du sol, j'aimerais que tu me parles un peu de... Le 14 septembre dernier, Lorrainville était l'hôte de 2 événements, alors que la municipalité accueillait coup sur coup le retour du Liton et la fête au parc. Bien, écoute, cette année, premièrement, le thème était en pyjama, on compte les moutons. Fait que tous les gens étaient invités à mettre leur à garder leur pyjama finalement ce matin, puis venir nous rejoindre au parc à Lorrainville. Fait que les activités cette année, on a un beau manège là, qui est ici, là, de Crapule et Malcommode. On a aussi un beau labyrinthe là, de champs de maïs. On a d'autres jeux gonflables. On a le tour de train dans les rues avec un rallye. Puis il y a aussi, ben là, on a une démonstration de tonte de mouton après-midi, bricolage avec cette laine-là. Fait que, écoute, il y a des belles activités. Il y a un atelier de fabrication de toutous, de l'univers toutou. Fait que là, les jeunes peuvent fabriquer eux-mêmes leurs toutous. Fait que c'est vraiment là, une belle fête au village. On veut faire connaître notre parc. C'est ça notre but premier. Fait que les gens de partout sont invités à venir partager ça là, avec nous. Oui, je pense que c'est la 4e année qu'ils ont le petit train qui existe durant le temps du carnaval aussi. Fait qu'on le jumelle avec la journée au parc. Bien, c'est le fun, promener les enfants, puis en même temps, il y a un petit rallye.
Puis c'est vraiment plaisant de se promener avec ça, puis de montrer un peu notre village du côté qu'on ne voit pas souvent. Ça va être une belle journée de plaisir. On va avoir du fun à essayer nos lits que les gens ont bâtis. Un peu déçu du nombre d'inscriptions. On a seulement 2 inscriptions, donc Gus du Témiscamingue puis les scouts qui sont venus aujourd'hui. Mais on invite quand même la population. Puis dans le fond, toute la population sont invités à venir essayer notre lit des jardins. On a construit un lit, le comité organisateur. Donc les gens peuvent venir, faire une contribution volontaire et essayer les 2 parcours pour amasser des sous pour leur cause, parce que c'est ça notre concept. On veut que les gens amassent des sous pour la cause qui leur tient à cœur. Donc les scouts, l'argent va aller aux scouts, justement, qui sont un bel organisme. Donc Gus va faire donc leur don à l'organisme de Place au Soleil. Donc on est super content que ces organismes-là puissent bénéficier du Liton. Fait que le Liton a été là pour ça. Donc les gens aujourd'hui qui vont venir ont la chance de se faire une petite équipe, essayer le parcours, donner une contribution volontaire, puis le grand gagnant d'aujourd'hui, donc le meilleur résultat, va gagner cette petite cagnotte-là et va pouvoir la remettre à sa cause. Puis on remercie notre partenaire majeur Desjardins qui nous ont remis un montant de 4 000 à remettre aux 2 organismes, dont Gus et les scouts qui vont pouvoir remettre à leur organisme aujourd'hui. Fait qu'on est super content de ça. En fait, aussitôt que j'ai vu ça apparaître, j'ai embarqué mon entreprise de force là-dedans. Puis on voulait soutenir l'association Place au Soleil, qui est un de nos clients en ce moment. Fait que ça a fait 1 + 1, puis on s'est retrouvés à fabriquer un lit. En fait, c'est Place au Soleil, c'est un espèce de friperie. Là. Ils viennent en aide, ils ramassent de l'argent en vendant des dons, un peu comme ici à Ville-Marie, on a le comptoir Jean 23. C'est la même chose, mais à Témiscamingue. Fait qu'eux, ils nous ont trouvé un lit qu'ils avaient reçu en don. Fait qu'à partir de ce lit-là, hier soir, vendredi, on s'est mis à parler des idées. C'est sûr qu'on est une entreprise de construction. Fait que là, les charpentiers, sont tombés dans le lit. Il y a eu de la soudure, de la coupe. Ils ont fait des trous. Ils ont mis des roues d'échafaud là-dessus. Puis on a fait des road tests dans Gravel. Puis c'est ça. Hier soir, vers 9h, on avait un lit. Oui, bien là, j'ai vu les épreuves, on me les a expliquées un petit peu. C'est sûr qu'on a fait le lit plus lourd de la terre sans savoir vraiment dans quoi qu'on s'embarquait. Mais on est 9, fait qu'on devrait venir à bout de soulever ça puis de faire les épreuves. Puis on a bien confiance de battre les scouts. C'est bon. On a vu une annonce dans le journal et ça semblait intéressant. Donc, on s'est dit, OK, c'est bon, on peut aller faire ça. En fait, la cause, c'est pour notre camp à Victoria cet été. Parce qu'on a fait un lit, c'est pas pour rien. On veut gagner au moins les top 5. Donc, on avait l'idée de faire un lit un peu comme à la manière des scouts. Donc, avec des bâtons de bois, tout attachés ensemble avec de la corde à bêle. Donc, on a commencé en faisant un cadre. Puis on essaie d'attacher les roues. On a décidé de prendre des roues de vélo parce que c'était quand même simple à utiliser. Puis au début, on planifiait que les roues avant, ils étaient libres. Donc on pourrait facilement tourner. Mais ça n'a pas bien fini parce que ça bloquait tout le temps. Donc on a fini par les attacher fixes. Un autre problème qu'on avait, c'est que les bâtons, ils se décalaient. Donc ça faisait en sorte que les roues tournaient. Donc ils étaient plus droits, ils étaient plus alignés. Donc, on a dû changer un peu notre modèle de lit pour que les roues soient plus droites et qu'elles tiennent mieux. Puis, ça nous a donné un lit qui va très bien et avance bien. Parce que mon ami m'a invité, fait que là, j'ai été, là. Parle-nous de ton lit, comment il est fait? Comment vous avez fait ça, ce lit-là? Il est de bois, de cordes, puis c'est ça. Dans 3, 2, 1, c'est parti! C'était Francis Prudhomme pour TVT Miss! Jacques Girard, candidat du Parti populaire du Canada, était de passage au Témiscamingue la semaine dernière. Nous vous présentons donc ce 3e portrait des candidats dans la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue. Mon nom, c'est Jacques Girard, je suis de Rouyn-Noranda et je représente le Parti populaire du Canada, mais je suis aussi originaire du Témiscamingue, de la municipalité de Belle-Terre. Et puis, j'ai œuvré dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine minier, dans le transport, dans le domaine de la construction.
Dans mes expériences de vie, j'ai été aussi délégué syndical pour des collègues de travail. Ça m'a donné la chance de pouvoir monter de bons dossiers, de bien les présenter. Donc, ça peut donner un très bon atout pour transférer tout ça à Ottawa. Je pense que le plan de Maxime Bernier il est fait pour le Canada. Et puis, nous autres, on veut vraiment axer sur l'économie, le bien-être des gens. On veut aussi axer sur l'immigration. On veut descendre l'immigration pour avoir une immigration économique. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. On est capable d'y accéder en faisant moins d'immigrants, mais allant chercher des immigrants qui veulent travailler pour le Canada et non qu'on soit obligé de les rechercher partout dans le Canada comme les libéraux font. En tant que camionneur, j'ai la chance de pouvoir faire beaucoup de routes, voir beaucoup de gens. Et puis, il y a toujours la même chose, c'est l'économie, le coût de la vie. C'est très, très, très important pour les gens. Et puis, dans le domaine que j'ai dans le transport, bien, je sais qu'on peut faire énormément pour qu'on puisse améliorer les conditions de vie de bien des gens. Il y a beaucoup de gens qui vont faire énormément de promesses. Mais il faut faire attention avec ça, avec les promesses, car les libéraux, M. Trudeau va nous laisser un gouffre financier excessivement important. On parle tout près de 100 milliards de dollars. Donc, ça serait peut-être dangereux de faire énormément de promesses. Nous, la seule promesse qu'on fait, c'est l'argent du Canada va rester au Canada et on va la redistribuer à tous les gens. On parle d'une baisse d'impôts incroyable pour les producteurs laitiers, producteurs agricoles, pour toutes les entreprises pourront bénéficier de 5 de déduction d'impôts à Ottawa. Donc, c'est quand même énormément d'argent qu'on retourne dans les poches des contribuables. Comme on a dit en préambule, c'est le coût de la vie. Mais ici, dans la région du Témiscamingue, bien entendu, il y a le pont du Crazy Narrow. J'avais déjà parlé avec le maire de Moffett lorsqu'on a rencontré les élus de municipalité. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui resteraient à faire. Mais là, je pense qu'ils ont parlé aussi de l'abattoir qu'il y avait à Lorrainville, Fugerville. Et puis, il y a beaucoup de choses. Moi, je vais beaucoup m'axer sur le coût de la vie. Ça m'interpelle énormément. Puis, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Et puis, je veux vraiment travailler là-dessus pour aider les gens. J'adore aider, j'adore communiquer. Et puis, je suis certain que je peux prendre Abitibi-Témiscamingue sur mon épaule et de bien les représenter à la Chambre des communes. Ce que j'apprécie le plus, c'est la beauté, l'environnement, les lacs. Les gens sont sympathiques, c'est le fun. C'est une belle région. Et il y a beaucoup de gens qui vont passer des grands centres, vont venir dans notre région, puis ils vont la trouver merveilleuse. Donc, ça prouve une chose, on est bien en Abitibi. Aujourd'hui, je viens poser des pancartes. Je vais dans la région de Moffett, La Force, Belleterre. Je suis venu ici à Ville-Marie, je vais passer par Lorrainville, je fais le tour. Si je peux rencontrer des gens pour discuter avec eux autres, ça me ferait plaisir. C'est sûr que ça ne sera pas facile. Moi, ça va être mon premier débat, mais j'entends bien tirer l'épingle du jeu. Maintenant, il y a d'autres gens qui se sont greffés au Parti populaire ici en Abitibi qui me donnent un gros coup de main. Donc, je vais pouvoir me concentrer énormément sur les débats présentement. Et puis, c'est ça, l'échange d'idées. Confronter nos idées, et puis je pense que les gens vont connaître un peu plus le Parti populaire. C'est un parti qui est venu au monde à peine il y a un an. Donc, faire connaître les idées, faire connaître le parti, c'est un gros défi, mais j'entends bien me démarquer quand même. TV Témis vous présente le portrait d'Aline Bégin, candidate du Parti vert du Canada pour l'Abitibi-Témiscamingue. Elle était de passage à Notre-Dame-du-Nord dans les derniers jours. Mon nom, c'est Aline Bégin. Je représente le Parti vert du Canada en Abitibi-Témiscamingue. J'ai été candidate en 2015 et maintenant, je me représente pour gagner. Moi, je viens de l'Abitibi-Ouest. Mes grands-parents, c'est des pionniers. Ça fait 4 générations qu'on est ici en Abitibi. Puis, ça a fait de la politique dans la famille. Mon grand-père, il était à l'Union nationale. Mon père était beaucoup... À cette époque-là, les femmes faisaient de l'éducation. Alors, je suis aussi enseignante à la Chambre des communes. J'enseigne le français aux députés. Alors, j'ai enseigné à M. Scheer, puis j'ai enseigné à Mme May. Alors, c'est drôle, hein? Les circonstances, moi, je veux être élue parce que je vais être à côté de Mme May, puis je vais être en face de M. Scheer. J'ai été impliquée beaucoup. Moi, j'ai donné ma vie pas mal à être intermédiaire dans tout ce qui est de la transformation sociale. J'ai été impliquée dans des projets coopératifs. J'ai aidé la condition féminine. J'ai amélioré la mienne. J'ai aidé les femmes à faire en sorte qu'elles puissent avoir accès à des services, surtout avoir confiance en elles-mêmes. Je fais de l'éducation populaire. Je suis une fille qui vient des milieux communautaires et artistiques.
Alors, je suis bien sensible à la cause présente où on est en train de tout perdre, là. Même notre air, notre eau, puis notre terre. Alors, ça me touche particulièrement. Notre programme est centré sur la condition des personnes, les Autochtones, les femmes, les personnes aînées, les travailleurs qui vont perdre leur job parce qu'on doit changer notre économie. Je suis engagée, je suis une militante, comme ils disent en anglais. Je dirais, je suis très impliquée pour ou contre. Je suis contre le gazoduc. Bien sûr, parce que je trouve qu'on a l'énergie qui est renouvelable, c'est l'électricité. Puis on pourrait être autonome à faire la transition énergétique. Déjà que le Québec est déjà bien dans une bonne position pour vraiment réduire ses gaz à effet de serre. Faut protéger nos plans d'eau, nos berges. Faut voir que c'est une richesse qu'il faudrait qu'il soit reconnu, mais en plus, il faut préparer l'accueil des migrants climatiques. Ils s'en viennent, puis nous, c'est sûr qu'ils vont venir qu'à vouloir traverser ici. Fait qu'il faut savoir les accueillir. Il faut avoir du logement pour ça. On a une crise du logement. Mais je pense qu'il y a des urgences, là. Faut travailler ensemble. On a beaucoup de distance entre les uns des autres dans la grande région de l'Abitibi-Témiscamingue, mais les gens se parlent. On se parle encore. Moi, j'ai participé à pas mal tous les événements depuis 8 mois, les 8 derniers mois pour ou contre les projets qui peuvent nous causer des problèmes, mais j'aimerais ça participer aussi à des projets comme celui de développer la région du Témiscamingue au niveau touristique, développer plus d'accueil, plus d'accueil touristique. Il y a certainement l'électrification des transports. Nous, on consomme en Abitibi-Témiscamingue 38 des CO2 sont le transport. Alors, il va falloir trouver une solution. Puis nous, dans notre programme, on a un programme de train. Oh! Alors, on va remettre ça sur la voie de... On va dire, on va remettre ça sur la traque. Alors, nous, c'est un gros projet qu'on veut faire, là, transport interrégional. Où est-ce qu'on va prendre l'argent? On va essayer. On a déjà fait un plan au niveau financier, puis on pense que, contrairement à ceux qui investissent dans des pipelines, pour payer les dépenses en environnement, nous, on pense que l'économie, avec les nouveautés qui existent, on a les moyens. Maintenant, il faut les faire connaître. Puis il faut encourager les entreprises de la nouvelle économie verte. Alors, on est vert. Toutes les couleurs veulent être vertes, mais il y a juste le vert qui est vert. Les Pirates sont de retour sur le sentier de la victoire grâce à un gain convaincant contre les Sharpshooters d'Ottawa le 5 octobre dernier à l'Arena Frère-Arthur Bergeron. Les Pirates sont de retour sur le sentier de la victoire après un beau gain devant leurs partisans le 5 octobre dernier. En effet, les Pirates n'ont fait qu'une bouchée des pauvres Sharpshooters d'Ottawa qui arrivaient à Ville-Marie bon dernier au classement de la Division Nord. Il s'agissait du premier départ devant la cage des Pirates pour le gardien Brian Lacharité, lui qui a d'ailleurs mérité la victoire. J'ai vraiment adoré, c'était vraiment le fun. À Ville-Marie, on a pas mal de partisans, je ne m'attendais pas à ça au début, puis c'est juste incroyable l'ambiance qu'il y a dans l'aréna. Ça fait pas mal de bien, je vais vous dire. On a senti qu'on avait gros des chances de marquer pendant les derniers matchs. On n'a juste pas été assez opportuniste, puis d'après moi, ce game-là va nous donner de plus en plus confiance. Là. Comme on a vu aujourd'hui, on amène les pucks au filet, tout peut arriver, plein de déviations, donc il faut juste amener la puck au filet puis se faire confiance. Je dirais que les équipes comme ça, ils ont tendance à vouloir montrer, à vouloir nous prouver le contraire, pas juste à nous, à toute la Ligue au grand complet. Donc, ils travaillent fort, ils sont acharnés, les petits détails, ils font comme du monde. C'est ce qui fait que en deuxième période, là, on a eu un moment plus difficile. Ils ont quand même dominé pas mal. C'est sûr qu'on était en désavantage numérique, mais
Et c'est ça, là, ils sont souvent tenaces, puis ils lâchent jamais, ils abandonnent jamais. En première période, déluge de buts, tout à l'avantage des hommes d'Alain Mercier. Le début de période se déroule presque exclusivement en zone d'Ottawa. C'est 6-1 Ville-Marie après 20 minutes. Les Pirates débutent le second engagement en force. Marc-Antoine Paquin applique une solide mise en échec pour amorcer la période. Il marque sur la même séquence, sur des passes d'Alex Jean et Alex Montreuil. À 17 minutes, superbe présence pour Vincent Etier. Il est partout sur la glace et termine le tout avec un beau but. Marc-Antoine Paquin se signale de nouveau avec une percutante mise en échec sur un joueur adverse. Il apportera un aspect physique considérable, digne de mention tout au long du match. Par la suite, c'est au tour d'Alex Jean de faire sentir sa présence avec une mise en échec si sévère que son adversaire demeure étendu sur la glace un bon moment. C'est donc avec l'avantage de 2 hommes qu'Ottawa inscrit son deuxième but du match, puis avec l'avantage d'un homme, Ottawa réduit encore l'écart et marquera aussi un 4e but avant la fin de la période. Dans la dernière minute de jeu, Vincent Etier complète son tour du chapeau. 9-4 Ville-Marie après 40 minutes de jeu. Ouais, c'est sûr que les points, c'est pas tant ça qui est important, c'est ce qu'il y a au tableau, mais c'est sûr que ça donne tout le temps un petit bonus, puis c'est bon pour la confiance quand on va arriver dans des games plus serrés. On sait qu'on est capable de marquer des buts, fait que on va être encore plus confiant d'un gros match. Ouais, ça fait peut-être 2-3 games qu'on a joué ensemble, puis on pratique ensemble aussi. Puis on développe une bonne chimie. Rivet, c'est un bon scoreur, il a un bon tir. Puis moi et Etier, on est plus des passeurs, fait que ça se complète bien. Écoute, le piège, c'est vraiment de prendre des mauvais plis, des mauvaises habitudes. Souvent, dans des matchs de même, le deuxième effort il ne sera pas tout le temps donné par les joueurs. C'est de ne pas essayer de transporter ça dans des matchs serrés comme mettons, contre les Titans ou n'importe quelle autre équipe. Début de troisième période tranquille à tous les aspects. Il faudra attendre le milieu de période avant de voir Vincent Etier inscrire un 4e puis un 5e but dans ce match. En fin de période, un combat éclate alors que Samuel Poirier est au cœur de l'action. Au final, victoire convaincante des Pirates, 11-5. Défensivement, avec l'arrivée de Caron, tout ça, fait que même un Paquin qui fait très bien à la défense. Là, on le met à l'attaque ce soir, mais pour permettre la chance à certains joueurs d'embarquer dans le line-up. Mais oui, physiquement, les défenseurs, là, on s'améliore beaucoup. Je suis bien content. On est satisfait de performance présentement. Là. Bien, on fait du bien au moral, c'est sûr, parce que même dans les 2 dernières défaites, c'est pas parce qu'on a eu des momentum, mais pas assez pour gagner une game. Mettons, c'est sûr qu'on a beaucoup de punitions, mais c'est pas des punitions d'indiscipline avec, dans le sens, après sifflet, puis on chiale ou quoi que ce soit. C'était des punitions d'intensité, si on veut. À soir, c'était la même chose en deuxième période. On a demandé à nos gars d'être intenses à soir pour revenir, justement, en profiter, vu que c'était à Ottawa, un club un peu moins fort que tous les autres qu'on a rencontrés à date. C'était le temps de remettre nos choses en pratique, ce qu'on a pratiqué depuis 2 semaines, vu qu'on n'a pas beaucoup de matchs. Puis c'était le temps à soir de mettre en pratique, puis mettre le système de jeu en place, puis tout ça. En première période, je suis satisfait. On a connu une bonne première période. Deuxième, c'est sûr qu'on a joué pas mal plus en piqué. Mais on a manqué d'intensité quand même si on est en piqué, ça ne veut pas dire de pas être intense. Fait que ça nous a coûté cher en deuxième. Mais en troisième, on a quand même contrôlé le match comme je vous ai demandé, puis c'était parfait. Bien, justement, d'embarquer dans le piège. On savait qu'il n'y avait pas trop de vitesse de l'autre côté. C'est ce qu'on a fait en première période. Même à la fin de première période, on commençait à rentrer dans le soft-net. On était statique dans la zone neutre, puis statique dans la zone adverse. Fait que j'ai dit non, il faut amener le puck au net, il faut y rentrer avec la vitesse, il faut faire profiter sur statique. Mais qu'on pogne un gros club, bien, il va en avoir de la vitesse, puis il faut performer là-dessus. Là.